Je t'ai dit, hein, Ah c'est j'ai comme ça. Mais t'as vu? Je t'ai dit, ah j'ai c'est fou. j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Le Twitter français, c'est de la merde et il y a des gens qui apportent très, très peu de valeur et que je vous fais la promesse d'être celui qui apporte le plus de valeur sur Twitter. Et je fais ce tweet, je lance tranquillement, après je reste, je regarde un peu les réponses et tout ça et je vois, tu sais que vraiment je souriais comme un con parce que vraiment j'étais en plein kiff, tu vois? Et tu sais Ouais. qu'à la fin Salut à tous, je m'appelle Anis, je suis le roi de la creator economy, je viens du multivers, c'est pour ça que j'ai une tête différente. Et donc voilà, vous allez vous y habituer, ça va être le feu. Mais non, je plaisante. Moi, c'est Riley, le vrai Anis. Je vous l'amène tout de suite. Le ah ouais, voilà. ça c'est une Bienvenue. bonne intro ça. Je t'ai dit, ça va le faire, ça va le faire. Bon, je vous le dis tout de suite, ça fait 20 minutes qu'on essaie de tourner l'intro, mais le reste va se passer crème. Ah mais quel bonheur, ça fait tellement longtemps qu'on voulait se faire ça avec Riley et j'ai hâte, on a hâte de commencer. Là, ce premier épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous parler un peu de notre histoire, nos rencontres, comment on s'est rencontrés et tout ça. Il y a une petite histoire qui est sympa. Et on va vous raconter pourquoi est-ce qu'on est là. Vous allez voir au début, ça va pas être les meilleurs épisodes, mais petit à petit, vous allez voir, on va s'améliorer. Ça va être le meilleur podcast que vous avez jamais vu de votre vie. Et je suis très très heureux de le faire avec toi, Riley, vraiment. C'est avec un grand grand plaisir qu'on fait ça ensemble. Mais je pense qu'on va Plaisir juste. partagé, Anis. Plaisir partagé. Merci de m'avoir pris en sidekick. Ah non, mais on commence par raconter directement l'histoire, tu vois? Comme ça, on se jette Ouais, dans le vin. Ce qui absolument, absolument. C'est ouais, pourquoi on est là, pourquoi nous, pourquoi ce podcast et pourquoi on l'a appelé The Creator Economy avec un grand The. ah, bah, l'histoire, c'est que je voulais créer un podcast qui s'appelle The Creator Economy en anglais et tu viens et tu me dis à un moment: «Mais en fait, les Français, ils savent pas dire the, ça veut dire que the» et donc si on venait, on appelait le titre The Creator Economy avec un the. On a bien rigolé, comme d'hab, hein, des blagues bien merdiques, on a bien rigolé, on s'est dit: «On va prendre le choix The Creator Economy». Je pense qu'il est encore plus drôle, c'est notre rencontre parce qu'un jour, et il y a plein de leçons pour toi. Si tu viens et tu es sur Twitter et que tu commences et que tu as envie de faire du networking et tout ça, il y a plein de leçons à prendre de notre rencontre. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, je fais un tweet et j'écris que le Twitter français, c'est de la merde. Et il y a des gens qui apportent très, très peu de valeur et que je vous fais la promesse d'être celui qui apporte le plus de valeur sur Twitter. Et je fais ce tweet, je lance tranquillement, après je reste, je regarde un peu les réponses et tout ça. Et je vois pour la première fois la réponse de Riley. Et qu'est-ce qu'il m'écrit, Riley? Il m'écrit: «Si tu promets d'être celui qui apporte le plus de valeur sur Twitter, je te promets d'être le plus grand passeur décisif sur la terre». Je me dis: «Bon, mais ça veut dire quoi ça, être le plus grand passeur décisif?» Et je viens et je reprends ma journée tranquillement et le lendemain, je poste un tweet. Sous mon tweet, Riley, il poste un thread énorme avec hyper de valeur, avec plein de contenu, plein de trucs comme ça. Je reposte un tweet le lendemain, il reposte un thread en dessous et il a fait ça pendant des jours et des jours. Il prenait ma tête, il les mettait dans des super-héros, il a mis ma tête dans Iron Man, il a mis ma tête dans Luffy, il a mis ma tête n'importe où et jusqu'à un moment, je me dis: «Oh, waouh, le mec, il apporte vraiment de la valeur et le mec, il donne sans rien attendre en retour». Donc si vous devez tenir une première leçon sur comment faire du networking, surtout pour un compte qui était un peu plus gros, parce que je crois que tu avais 200-300 abonnés à l'époque Exact. et moi je crois j'avais 1500 abonnés et qu'est-ce qu'il a fait? C'est que vraiment il donnait sans rien attendre en retour et c'était un truc de fou la valeur qu'il donnait. Et un deuxième truc hyper important, c'est la différence aussi entre le contenu générique et le contenu spécifique. Contenu générique, c'est du contenu qui peut être écrit par tout le monde. Il peut être écrit par ChatGPT, il peut être écrit que c'est un exemple, c'est comment monter une audience. Et ben, vous faites des tweets tous les jours et après vous écrivez des commentaires. Ça, c'est du contenu générique. C'est du contenu que n'importe qui, juste en lisant un livre, regardant une vidéo, peut dire. Le contenu spécifique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vraiment fait des choses, quelqu'un qui a une vraie expérience, qui a un vrai recul sur une situation et qui vient et qui peut vous donner des exemples qu'il a vraiment fait. Et c'est ce que j'ai vu dans le contenu de Riley. Vraiment, c'était du contenu spécifique et à chaque fois que je parlais d'un sujet, ben, il allait encore plus en profondeur et ça se voyait qu'il avait de l'expérience. Et un jour, change ma bio, change ma photo de profil et il m'écrit: «Ouais, dis, c'était un peu flou sur ma photo de profil». Là, je vois à ta tête que je t'en rappelles plus trop bien. Mais moi, je me rappelle très, très bien parce que c'est pour ça que j'ai eu envie de te proposer pour le podcast. Et ce qui se passe, c'est que on arrive à un moment donné et tu m'écris: «Ouais, tu es un peu flou sur ta photo de profil». Et je te dis: «Bah, tu sais quoi? Si tu trouves que je suis un peu flou pour me voir mieux, bah, viens, on s'appelle pour qu'on se voit mieux, ça va être plus simple». Parce que
il arrêtait pas avec la valeur. Mais quand je vous dis il arrêtait pas, il arrêtait pas. Ça veut dire qu'à un moment, je me dis que j'annonce un podcast en solo, je voulais faire une interview. Il m'envoie comment on appelle ça? Une pochette pour un podcast, totalement sans rien demander en retour. Tous les jours sous mes tweets, il était là, il postait d'énormes threads sous mes tweets. N'importe quoi, à chaque fois, dès qu'il pouvait m'aider, il le faisait directement. Et c'est ce qui m'a directement mis la puce à l'oreille en me disant, OK, ce mec-là, il est spécial. Et ce mec-là, j'ai envie de faire des trucs avec lui. Sur Twitter, hein, les esprits mal tournés, hein, j'ai envie de faire des trucs avec Eh, lui, là. calmez-vous. Et ce qui se passe, c'est que je lui envoie le DM, je lui dis: «Ben, si tu me trouves flou sur la photo, ben, pour qu'on se voit mieux, c'est qu'on s'appelle» et je partais directement dans l'intention de lui proposer le podcast et on arrive et on s'est entendu directement bien et on est là aujourd'hui. On est en train de vous tourner un podcast après 20 minutes, à essayer de venir et à pas rigoler pour se lancer et voilà. Je voulais savoir, c'était quoi toi, derrière? Moi, j'ai vu ça sous mon prisme à moi. Toi, comment tu l'as vu? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir et faire ça directement? Et oui, c'est super intéressant. Comme je te l'avais dit, justement lors de cette rencontre, moi, ça faisait un moment que j'avais envie de faire un podcast avec un francophone et enfin, j'avais envie de faire un podcast, créateur, business avec un francophone. Je fais déjà des podcasts avec d'autres personnes, mais sur d'autres sujets et j'avais vraiment envie d'en faire un et je trouvais personne de chaud et de motivé, pour se lancer là-dessus. Et comme tu l'as vu, toi, mon format de prédilection, c'est vraiment la parole, la prise de parole en public, et cetera. C'est vraiment un truc qui m'anime. Je suis vraiment à l'aise là-dedans. Autant l'écrit, c'est pas mon forte, autant, l'oral, j'ai aucun problème. Et donc j'avais comment dirais-je? J'avais cette petite question en suspens dans le fond de ma tête, genre, «OK, avec qui je pourrais bosser là-dessus?» tu vois? Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, on va dire, j'ai commencé, Twitter, assez récemment et j'ai commencé en mode, bilingue, anglophone, francophone. Donc moi, je travaille majoritairement avec des anglophones et donc c'est assez naturellement que je me suis mis sur le Twitter anglophone et puis j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait côté sphère francophone et on en vient à pourquoi je te faisais des passes décisives. C'est que, heu, sans doute un biais de confirmation, mais j'ai quasiment rien trouvé d'intéressant, dans la sphère Twitter francophone. Jusqu'à ce que je commence à tomber sur ce que tu écris, tu vois? Et donc je me suis dit: «Tiens, je vais regarder ce que tu fais» et effectivement, là, je me suis dit: «OK, là, il y a un truc super intéressant avec ce gars-là». Tu contrastais vraiment avec ce qui se faisait, tu vois? Parce que non seulement, comme tu le disais, il y a énormément de contenu qui n'est pas, je vais pas dire authentique, mais qui m'a l'air un peu bateau, tu vois? Qui va pas au fond des choses ou qui parle pas d'expérience. Puis il y a aussi du contenu archi mytho et heu et Des bons et copier-coller. voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a vraiment comme je le dis, moi, je viens de l'univers anglophone et je lis trop de contenu qui est du contenu ricain qui est traduit, tu vois? Et ça se voit, tu vois d'où ça vient et cetera. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais te raconter une petite anecdote, je te coupe 2 secondes. Avec Un jour, je plaisir. suis posé et je vois dans ma TL, je vois un tweet d'Alex Hormozy. Il tweet ça, je le jure, un compte francophone, mais quand je te dis un copier-coller 30 secondes après le tweet d'Hormozy. C'est-à-dire que le mec, il a été comme moi, il a vu le tweet d'Hormozy, il l'a pris, il a mis copier-coller, il l'a mis dans DeepL et il l'a posté. Et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, là, ouais, là, c'est compliqué». Moi, j'ai vu même plus fort, j'ai vu des mecs qui copiaient-collaient les illustrations des ricains et qui les postaient traduites, tu sais, sous Paint là, le même jour quasiment dans l'heure. Et genre, c'est flagrant, tu vois? Et donc c'est pour ça que j'ai pas porté trop attention, en fait, à la sphère francophone parce que je me suis dit: «Bon, bah, en fait, c'est des gens qui ramènent du contenu, anglo et qui le traduisent» et puis je suis tombé sur ton contenu et je me suis dit: «OK, ça, c'est bon». Et puis ensuite, on a commencé à se parler un peu en DM et je me suis dit: «OK, le gars s'est parlé aussi dans ses DM, donc ça me confirme encore plus, qu'il sait de quoi il parle et cetera» et puis quand on s'est parlé, ouais, ça a matché tout de suite. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis, c'est le match made in heaven, tu vois? C'est le match parfait, en fait et je me suis dit: «OK, non, mais je me vois bien faire un podcast avec lui» et ça a été trop marrant parce que en fait, à la base, je voulais qu'on fasse des spaces ensemble C'est ça. et j'avais pas vraiment pensé au podcast, tu vois? Et c'est quand tu as lancé l'idée, je me suis dit: «Mais parfait, c'est exactement ce qu'il nous fallait», tu vois? Et donc on en est arrivé là et on le fait maintenant, quoi. Quelle Non mais aventure!
C'est incroyable, c'est incroyable. Moi, j'y ai pensé depuis longtemps. Avant de le faire avec toi, moi, j'avais toujours voulu dans ma vie faire un podcast où j'interviewe quelqu'un et je me dis: «OK, je le fais en one on one avec des invités». J'avais préparé tout ça. Mais moi, j'ai fait un shift sur Twitter. Avant, je parlais de business en ligne, comment monter son premier business et tout ça. OK, Et ça, on en parlera dans un autre épisode sur la question du positionnement. Je parlais de OK, comment monter un business pour les débutants, donc comment passer de 0 à 1 000 euros. Et donc le problème, c'est OK, que quand tu touches une audience comme ça, bah, tu touches une audience qui est peu qualitative, une audience qui n'a pas beaucoup de capital pour venir et payer tes services. Et donc quand j'ai switché de positionnement, donc quand j'ai commencé à parler de création de contenu et tout ça, et ben, toute la préparation de podcast, tous les invités que j'avais pris, et ben, eux, ils étaient plus typés dans le business. Et donc, j'ai pris quelques temps. Après, je me suis dit, OK, on va essayer de faire un truc. J'ai vu un peu ce qui se passait aux US et tout ça. J'ai vu que c'était très souvent des duos qui parlaient comme ce qu'on est en train de faire et tout ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit que ça allait être le meilleur entraînement pour venir et pour lancer un podcast. Mais, mais ce qui est beau dans l'histoire, c'est notre rencontre, je pense. Et c'est une énorme leçon pour les gens. Et je veux vraiment que vous compreniez ça. Il y a une énorme différence quand on apporte du contenu gratuitement. Et ça, c'est un des piliers de mon coaching. Ce que j'explique aux gens, c'est qu'il y a 2 moyens d'apporter de la valeur gratuitement et de proposer surtout ces services gratuitement. La première méthode, c'est de dire: «OK, voilà, moi, je suis par exemple, je fais des miniatures pour YouTube». Je vais donner un exemple de quelqu'un qui fait des miniatures sur YouTube. J'envoie des messages à des youtubeurs et je leur dis: «Bonjour, moi, je fais des miniatures pour YouTube. Si tu veux, je peux te faire des miniatures», tu vois? Le youtubeur, il reçoit ça des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois par semaine. Il s'en fout. Mais si tu viens et tu changes le prisme, tu viens et tu crées pour ce youtubeur, tu lui crées 10 miniatures. Tu lui crées 10 miniatures et tu lui dis: «Tiens, je te les offre gratuitement et si tu en veux plus, ben, envoie-moi juste un message», tu vois? Là, ce qui se passe, c'est que tu donnes avant de demander en retour. Et le problème, c'est qu'il y a trop peu de gens qui font ça. Il y a trop peu de gens qui donnent avant de recevoir. absolument, absolument et d'ailleurs, je le garde pour un autre épisode, mais c'est exactement cette méthode-là que j'ai appliquée, pour, entrer en contact avec un mec archi, archi, archi connu. Je te l'avais dit je t'en Ouais. avais parlé en DM à Nice. On parle d'un mec qui a une chaîne YouTube à, je crois, pratiquement 1 million d'abonnés, qui est best-seller de plusieurs livres. Heu, Ah, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts, tu vois? Et c'est exactement ça, c'est exactement cette méthode-là que j'ai appliquée. Je suis même pas allé lui demander s'il avait besoin d'aide. Je suis arrivé, j'ai identifié un problème, j'ai créé un début de solution, je l'ai envoyé en masse jusqu'à ce que la personne réponde, quoi. Et moi, j'ai toujours fait ça dans le business et c'est comme ça que ça marche. Même pour trouver des jobs, pour trouver des jobs en start-up, j'allais identifier des start-up, qui faisaient des choses que je trouvais intéressantes. J'identifiais un problème ou un truc qui pouvait être amélioré. Je faisais un début de solution, je les contactais avec ça et boum, ça te mettait tout de suite un pied dans la porte de la conversation parce qu'en fait, tu c'est comme arriver chez quelqu'un avec un cadeau ou arriver en mode, tu tapes à la porte pour vendre un truc, quoi. Mais tu sors tellement du lot, tu vois? Surtout, en plus, moi, je l'ai vécu avec toi parce que tu l'as fait pour moi, donc tu sors tellement du lot quand tu vois que le mec, il est tout le temps là, il est tout le temps là, il rapporte toujours de la valeur et c'est pas un truc où tu viens, tu mets: «Ah super et exceptionnel, magnifique» et tu mets juste un petit truc. T'écrivais d'énormes threads, vraiment, t'écrivais des tweets longs, t'écrivais d'énormes tweets et toujours avec de la valeur, tu prenais toujours du temps. Un autre truc, il jouait avec sa personnalité. C'est un mec drôle, c'est un mec qui est sympa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est bon en montage. Il faisait des montages de ma tête. Je vous les mettrai sur Twitter. De ma tête sur Iron Man, sur Luffy, sur n'importe quoi. Ça me faisait exploser de rire et ça crée ce capital sympathique que j'ai eu envers toi. Et je me suis dit, OK, donc c'est vraiment un bon gars en plus d'être bon dans ce qu'il fait. Et c'est ce que vous devez faire. Moi, quand j'ai commencé sur Twitter, quand j'ai commencé sur mon coaching et que j'ai voulu lancer mon offre, j'ai fait 15 coachings gratuits d'1 heure pour les gens avant de vendre mes services. Parce qu'après, quand tu viens et que tu offres tes services et que tu as des services de qualité et que tu as commencé par offrir, mais c'est tellement puissant. Parce que maintenant, ce qui s'est passé, pour vous raconter un peu l'histoire, c'est que quand j'ai commencé sur Twitter et que j'ai commencé à faire du coaching, j'ai offert 15 heures de coaching à 15 personnes différentes. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plein de case studies. Donc, les gens, je demandais même pas et ils me faisaient des case studies, ils me faisaient des tweets en parlant de moi. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils sont venus pour travailler avec moi sans que je demande rien du tout. Ça veut dire que vraiment, les gens m'envoyaient des DM en me disant: On m'a parlé de toi, on m'a parlé de ton coaching, de ce que tu faisais, et je veux travailler avec toi. Et j'ai commencé à avoir des clients comme ça, sans rien faire. Pourquoi? Parce que j'ai généré cette goodwill, comme ils disent aux US, et j'ai généré ce,
ce truc qui fait qu'on a ce capital sympathie, tu as prouvé que tu étais bon gratuitement, et donc c'est le meilleur truc que vous pouvez faire. Si vous faites du coaching, si vous êtes ghostwriter, si vous faites n'importe quoi, imaginez-vous la différence pour un ghostwriter. Un client, il arrive, on lui dit, ouais, bonjour, moi je suis ghostwriter, je peux t'écrire des tweets. Il reçoit, il reçoit ça des dizaines de fois par jour. Mais imagine-toi, tu viens, tu lui dis, bonjour, je t'ai écrit 10 tweets, je t'ai écrit 3 threads, tu peux les tester. Si ça marche bien et que tu en veux plus, tu peux revenir vers moi. Vous voyez la différence? Tu vois à quel Exact, point tu changes de paradigme dans la tête de la personne. exact. Alors moi, je lui donne un nom qui est un petit peu plus piquant. J'appelle ça le drug dealer business model, le business model du dealer de drogue. Comme ça, c'est plus facile c'est plus facile de s'en rappeler. Bonne C'est frame. vraiment les premières doses, elles sont gratuites. La personne, elle devient addict et là, tu commences à mettre ton tarif. Et ces gars sont des génies, hein. Ces gars sont des génies, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'Elon Musk, il disait, il y a des dealers de drogue qui s'y connaissent mieux en business que des gens qui ont un MBA, tu vois? Non, mais c'est Heu certain, et en mais c'est fait, certain. c'est vraiment ça qu'on doit essayer de faire. Tu vois, on est rentré dans le vif du sujet, ça fait moins de 15 minutes, on est déjà en plein dans le truc. Je vais nous dézoomer un tout petit peu de la situation. J'aimerais quand même que, vite fait, tu te présentes un petit peu pour que les gens, heu, aient une image un peu plus claire de qui tu es et pourquoi c'est encore plus intéressant, heu, de récupérer la valeur que tu partages parce que, hem, j'aime bien cette notion de outlier oh mince, j'ai oublié son nom. C'est Malcolm Gladwell, le outlier de Malcolm Gladwell. Tu vois? C'est un peu ce gars, tu regardes son CV et tu te dis: «Bah, il a rien de spécial» et en fait, tu vois ses actions et tu te dis: «Waouh, incroyable». En fait, c'est cette personne qui, tu vois, ce petit coq là, tu vois, qui a l'air tout chétif, mais qui défonce tout le monde. Et donc c'est super important si tu peux nous donner un petit peu ton background, d'où tu viens, comment tu en es arrivé là, pour qu'on comprenne en fait vraiment que on peut être hyper puissant sans avoir nécessairement, eu toutes les bonnes cartes au démarrage. C'est une très belle transition. Alors je me présente, moi je m'appelle Anis Benani, vous me connaissez de Twitter, avec le même nom. Moi je suis né au Maroc, il y a très peu de gens qui le savent, mais je suis né au Maroc et j'ai vécu toute ma vie au Maroc. Là je suis en France, je suis installé en France quelques mois parce que je suis là parce que la plupart de mes clients ils sont en France. Mais j'ai vécu toute ma vie au Maroc. Je suis né dans une famille qui n'a jamais eu de problème d'argent, tout allait super bien et tout ça. Et à l'école, j'étais quelqu'un de très bon à l'école plus jeune et à un moment donné, quand tu as des bonnes notes et que tu étais bon au foot, parce que j'étais très bon au foot, on en parlera un autre jour, mon père a fait l'erreur de m'acheter la Play. Aïe, 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 l'erreur, les amis. FIFA 14, World Cup. Là, je sais que je vous ai rappelé des très bons souvenirs. La coupe du monde sur FIFA 14. Mais du coup, tu sais que bah, je savais pas que tu étais un ouf de foot et quand j'avais dit passe décisive, c'était une blague, mais en fait, on était en plein dans le thème, tu Ah vois? J'en mais apprends plein dans le encore. thème. Ah mais plein dans le thème. Tu peux même pas t'imaginer à quel point tu as touché la cible parfaitement au milieu, tu vois? Et ce qui se Parfait. passe, c'est qu'il m'achète la Play, il m'achète FIFA 14 avec et en un été, je fais 2000 matchs. Donc rends-toi compte de la chose. 2000 matchs, c'est 15 minutes le match. Donc juste pour vous imaginer la chose en un été. Et ce qui se passe, c'est que, ben, vu que quand tu joues beaucoup, tu arrêtes et ben, tes notes, elles dégringolent. Donc je suis passé de 16-17 de moyenne à 9-10 et j'étais comme ça à peu près tout le collège où vraiment je bossais presque pas, vraiment j'avais des notes de merde. C'était assez compliqué au collège. J'arrive au lycée et je vois au lycée que ça rendait triste mes parents de me voir avec d'aussi mauvaises notes, tu vois? Et donc je Mmh. me suis dit: «OK, ce qui va se passer, c'est que juste pour rendre fier tes parents, bah, tu vas te mettre à bosser». Donc j'ai arrêté de faire, je bossais pas à la maison, je continuais à jouer, mais je suivais en cours et je commençais à bosser. J'ai eu Mmh. le bac, moi, avec le covid. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le covid, nous, on est venus, on a reçu un Bac appel en bac disant mention un jour Covid. vraiment, c'est ça. Je reçois un appel pour de vrai. La vraie histoire, c'est que je suis en c'est le confinement, je suis avec un de mes meilleurs amis, on est confinés ensemble. Il y a la prof qui nous appelle, elle fait un appel de groupe, elle dit: «Bonjour, tous ceux qui sont dans cet appel, vous avez votre bac. Au revoir». Il restait 2 mois de cours. Donc voilà comment j'ai eu mon bac. Et ce qui se passe, c'est qu'après le bac, je devais aller en France, faire des études de droit à Montpellier. Et j'arrive et mon père il me dit: «Nice, au lieu de venir et aller te confiner dans un 25 mètres carrés en France, reste là au Maroc, fais une année ici au Maroc et après tu retourneras en France». Et je fais une année au Maroc, je m'inscris et tout dans une fac de droit au Maroc et tout ça, mais la rentrée, elle prend un peu de temps. Elle prend vraiment, vraiment beaucoup de temps et j'arrive à la fac et je comprends que c'est pas du tout un truc qui est fait pour moi. Et à côté de ça, j'étais en train de monter un projet entrepreneurial
qui était le fait de lancer la première plateforme en Afrique de compétition gaming pour les Africains. Donc c'est quoi? C'est par exemple une plateforme pour faire des tournois. Ça veut dire que tu prends 16 personnes qui jouent à FIFA encore une fois. Le gagnant du tournoi, il gagne du cash prize, de l'argent et de la visibilité. Et donc j'avais cette idée et tout ça, et donc je commence à essayer de la monter. Et je me dis, bon, tu sais quoi? On va abandonner les études et on va se lancer dans ça. Je me suis dit, on va partir. J'ai eu la chance d'avoir la confiance de mes parents ah, à moitié. J'ai mon père qui était à fond derrière moi et ma mère un peu moins parce que famille de médecins, famille de médecins et surtout au Maroc, s'il y a des Marocains qui nous écoutent, qui savent que, ou bien même juste des Maghrébins qui savent à quel point les études c'est important pour les familles au Maghreb. Et donc j'ai dû bosser comme un fou. J'ai eu quelques problèmes, ça je raconterai un jour où je rentrerai plus en profondeur dans mon histoire, mais j'ai eu quelques problèmes avec des erreurs de recrutement. J'avais 18 ans à l'époque, j'étais tout seul, j'étais vraiment tout seul, je bossais comme un fou toute la journée, je suis pas sorti pendant très très longtemps et on a eu quelques problèmes et ça a été mon premier échec, donc cette plateforme. Mais j'ai eu la chance de rencontrer un ancien voisin à moi qui m'a présenté un investisseur aux États-Unis qui a investi dans ma startup, qui m'a permis de venir et d'ouvrir la startup aux US. Et c'est un énorme bond. Un jour, on se posera, on racontera l'histoire plus en profondeur, mais passer du Maroc, passer à se faire investir dans sa startup. Mais juste pour vous dessiner un peu le décor, ce qui se passe, c'est que je passe d'une équipe pas très bonne, vraiment, pour pas dire mauvaise au Maroc, à une équipe de crack avec des gens qui ont fait beaucoup d'argent, avec des gens qui ont énormément d'expérience et qui m'ont apporté toute l'expérience dont j'avais besoin. Et donc, on commence à monter le projet. Nous, on avait fait le projet, vu que c'était pour l'Afrique, on a commencé à parler un peu des cryptos. Donc, on commence à monter un peu un crypto, on commence à monter un petit peu un projet NFT pour venir et financer la plateforme et tout ça. Et le problème quand tu bosses avec des gens intelligents, c'est que tu as trop d'idées. On a eu trop d'idées, on a eu trop d'idées, on a rallongé, ok, on va faire ça, on va faire cette petite collection, mais en fait, cette collection, elle va évoluer. On avait des rhinos, des petits rhinos, mais en fait, le rhino, il pouvait évoluer. Oh, on est parti trop loin. On est parti beaucoup trop loin. Et ce qui se passe, c'est que on arrive pour le lancement, et je me rappellerai toute ma vie. Le lancement, c'était mercredi. Lundi, il y a Poutine qui annonce qu'il allait interdire les... C'était soit... Ouais, c'était Poutine qui annonce qu'il avait interdit les cryptos en Russie pour faire remonter le rouble. Et là, il y a eu une chute des cryptos. Et ensuite, il y a eu tous les trucs avec... comment elle s'appelle la crypto qui avait chuté, je l'avais dit en plus la dernière fois. Le Luna, le Terra Luna. Il y avait plein de trucs dans les cryptos. Et vraiment, ce qui se passe, c'est que après un an, j'avais bossé moi sur mon projet au Maroc pendant un an. Il y a eu un échec parce que j'étais mal entouré. Et surtout, c'est même pas que j'étais mal entouré, c'est complètement de ma faute. Manque d'expérience. J'étais tout seul. Je faisais 40 000 trucs et j'y connaissais rien. Et je pensais que la vie était facile et qu'on pouvait venir et lancer un business comme ça jusqu'à passer après encore un an de boulot avec des gens incroyables et tout ça. Et j'arrive pour le lancement, donc mon deuxième lancement échoué, où j'arrive et la chute des cryptos et les NFT, il y a la peur des gens. On était à peine, on allait commencer à tweeter, à faire des trucs. Et ce qui se passe, c'est que j'ai la chance d'être bien entouré. Encore la preuve du networking et à quel point c'est puissant. Je raconterai plein d'histoires dans le podcast de la puissance du networking. Et ce qui se passe, c'est que mon associé aux États-Unis me dit que ce que tu fais, c'est qu'on a un projet magnifique, on le met en stand-by, rejoins-nous dans une autre de nos sociétés, qui était une société ils avaient une agence dans le digital marketing, ils m'ont dit forme-toi au digital marketing et tu nous rejoins. Ce qui se passe, c'est que je commence à me former, ils commencent à me donner des petits contrats. Je trouvais ça intéressant, mais quand tu passes ton projet de rêve de vouloir monter une plateforme pour l'Afrique dans le gaming et tout ça, et que tu passes à une agence de com, je trouvais ça un peu pas aussi excitant. Je leur dis: «OK les gars, moi je pense que je suis un bon communicant et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut venir et prendre l'équipe qu'on a ici», parce que déjà on avait une équipe aux États-Unis et une équipe au Maroc et on va prendre l'équipe qu'on a au Maroc et créer une agence de communication au Maroc. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait ça pendant quelques temps avec, mon associé qui était au Maroc, qui m'avait présenté le mec aux États-Unis. On a monté l'agence de communication. Encore une fois, c'était pas très excitant, pas très sympa et tout ça et je suis tombé sur Twitter. Un jour, je tombe sur une vidéo d'un mec qui parle de la puissance des newsletters et je me dis: «J'ai toujours voulu créer du contenu et c'était quoi le moyen le plus simple de créer du contenu?» Donc s'il y a des gens ici qui nous écoutent et qui se disent: «OK, j'ai envie de créer du contenu, mais ouais, YouTube, je le sens pas, TikTok, je le sens pas, Instagram, je le sens pas, il faut montrer sa tête, il faut faire du montage». Il y a rien de mieux que Twitter, il y a rien de mieux qu'une newsletter parce que c'est des trucs où tu as pas besoin de montrer ta tête, c'est des trucs que tu peux faire très rapidement et il y a pas de barrière à l'entrée. Donc ce qui se passe, c'est que je commence par la newsletter, j'en parle à mes potes, je lance mes newsletters que les gens adorent, vraiment ils aiment beaucoup. Je me dis: «Bon maintenant, bah, j'ai 20 amis à moi qui sont sur ma newsletter qui aiment bien. Maintenant, il faut voir si le monde entier va aimer la newsletter». Donc je me lance sur Twitter, je commence à poster du contenu pour apporter des gens sur, dans le tunnel et ce qui se passe, c'est que je commence à créer du contenu. J'aime beaucoup ça. Comme je vous ai dit au début, je parlais de business en ligne parce que j'avais l'agence et tout ça et après j'ai commencé à vraiment
à poster du contenu qui fonctionnait bien et donc je me suis dit: «OK, on va shifter sur la création de contenu» et on en arrive là aujourd'hui, au coaching et tout ça et donc voilà et maintenant si vous avez bien aimé mon histoire, je vais te laisser raconter ton histoire à toi aussi Riley parce que ton histoire aussi elle est incroyable. C'est ce qui a fait qu'on a aussi bien connecté. Ouais, merci. Juste avant, je voudrais quand même résumer un peu avec les grandes étapes de ton histoire que je trouve vraiment intéressantes et que j'espère que les gens vont retenir. C'est 18 ans, au Maroc, une start-up, dans la crypto et tu t'ouvres à l'international et ensuite tu te lances dans la creator economy. Ah, c'est ça. Mais si vous saviez à côté ce qu'il y a eu à côté, j'ai fait de l'import-export, j'ai on a des millions d'histoires à raconter, mais non, c'est ça. C'est quelque j'ai toujours su que je voulais faire de grandes choses et je pensais que vraiment il y avait que l'entrepreneuriat qui pouvait m'amener à ça et on a eu une belle aventure, tu vois? 21 ans, ça me fait énormément d'expérience pour quelqu'un de mon âge et non, c'est trop Exactement. cool, c'est trop cool. Exactement et en fait, tu vois, c'est là-dessus que je voulais vraiment, mettre l'emphase, c'est, objectivement, tu es quand même hyper jeune et tu as réussi à te lancer dans ce monde et créer en fait, te créer en fait un te créer un business quoi, te créer un truc qui te passionne et cetera et tu vois, heu, tu avais pas toutes les meilleures cartes, tu vois? Et Mmh. pourtant, tu as quand même réussi à te créer une grosse fenêtre d'action et donc le message aussi, à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutaient, c'est, il y en a plein d'entre vous qui potentiellement ont plus d'avantages qu'Anis au départ et vous pouvez capitaliser là-dessus et arriver à aller au moins aussi loin, voire plus, je vous le souhaite, que ce qu'il a fait, quoi. Moi j'ai une analogie que j'adore et ça va être, tout notre podcast, il va tourner autour des analogies parce qu'on adore ça, Riley et moi. C'est que moi, ce que je dis, c'est que dans la vie, on est tous avec des cartes. Donc, on va tous naître avec des cartes différentes. Vous avez aucun impact dans votre vie sur les cartes sur lesquelles vous allez tomber. Le seul impact que vous avez dans votre vie, c'est comment est-ce que vous allez jouer ces cartes. On connaît tous des gens ultra riches qui sont nés avec des cartes exceptionnelles et qui ont tout perdu. Et comme on connaît des gens qui n'avaient rien du tout, ils sont nés avec les pires cartes, ils sont nés avec des 2, des 3, et qui ont fait des choses incroyables, qui sont devenus millionnaires et qui ont créé des bonnes startups. Ça sert à rien de venir et de vous plaindre: «Oui, moi j'ai eu ça, j'ai pas eu ça». Le seul truc que vous pouvez faire, c'est de vous dire: «OK, je vais venir et je vais me donner à fond. Je vais jouer mes cartes à fond» et vous pouvez y arriver. Que vous ayez 18 ans, 15 ans, on a des gens exceptionnels sur Twitter qui ont 15, 16 ans, qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, des mecs qui font rien du tout. Moi, j'ai des clients qui bossaient comme des malades. Ils avaient leur famille pour lesquelles ils devaient prendre soin. Ils avaient plusieurs business et tout, ils avaient plusieurs, emplois et se donnaient quand même le temps de venir poster du contenu et ça a changé leur vie aujourd'hui. Donc je pense que vraiment, pourquoi est-ce qu'on a fait ça à travers la creator economy? C'est que je pense vraiment que c'est la future révolution, quoi. C'est ce qui va permettre à des milliers de personnes de venir et avoir enfin la liberté dont ils rêvent tous, tu vois? Ah absolument, absolument et en parlant de cartes, il y a une histoire, on va dire une success story assez récente qui parle à beaucoup de gens que je trouve assez incroyable, c'est Francis Ngannou, par exemple. En C'est termes ça. de cartes, on est sur de la Champions League. On est sur un gars qui était, enfant au Cameroun, qui bossait, dès l'enfance dans des mines de sel. Le type finit, champion de l'UFC et il fait un match de boxe avec le champion du monde de boxe, quoi. Il finit au sommet du monde, quoi. Donc en termes de parcours, c'est incroyable, c'est C'est incroyable. c'est une des plus grandes leçons et je viens de la comprendre il y a très peu de temps. C'est la différence entre le growth mindset et le fixed mindset. C'est dans la vie, il y a 2 types de personnes. Il y a des gens qui pensent qu'on est né avec des éléments et qu'on peut pas les changer. Par exemple, quelqu'un, il vient, il pense qu'il sait pas dessiner. Ben non, il saura jamais dessiner parce qu'on est né avec ce don du dessin. On sait pas parler avec les meufs, et ben tu peux pas apprendre à parler avec les meufs parce que c'est un don et il faut avoir de la tchatch et tout ça. Et il y a les gens qui ont le growth mindset, qui pensent que tout peut être améliorable. Et une fois que tu as compris ça, vraiment que tous les éléments dans ta vie peuvent être améliorables. Que ce soit ta tête, que ce soit ton business, que ce soit tes relations avec ta copine, que ce soit tes relations avec tes amis, avec tes parents, que ce soit n'importe quoi. Tu vas apprendre une compétence, tu peux apprendre. Moi, j'adore cette analogie encore, te dire que si tu sais pas jongler, mais que tu jongles pendant 1 heure, bah, tu sauras faire 2, 3 jongles. Tu sauras même faire plusieurs jongles. Si tu sais pas parler anglais, si tu fais de l'anglais pendant un mois, tu sauras parler un peu anglais.
Et c'est ce growth mindset qu'il faut venir et se dire: «OK, moi je peux tout améliorer». Que ce soit sur Twitter, que ce soit dans ma vie, que ce soit partout. Et une fois que tu rentres avec cette mentalité, comme tu l'as dit, c'est un excellent exemple, Ngannou. C'est le mec, il a cru en lui, il a cru qu'il pouvait tout améliorer, il a cru qu'il pouvait devenir meilleur à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et c'est ce qu'il a fait l'homme qu'il est aujourd'hui, tu vois? Absolument, absolument, le growth mindset, tu vois? Encore un très gros concept, je pense qu'on va répéter au fil des épisodes parce que il est vraiment à marteler dans la tête des gens, le growth mindset. Yes, oui, tu voulais qu'on parle un petit peu de moi aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai envie que tu racontes un peu ton histoire parce que si mon histoire est Absolument, intéressante, même ton histoire aussi, elle est vraiment intéressante. absolument, absolument. Et ben écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dérouler le fil dans l'autre sens. Je vais commencer par la fin. Donc moi, aujourd'hui, je suis ingénieur et consultant business international. Donc j'ai travaillé, sur à peu près tous les continents, avec des startups comme des très grosses boîtes. Hem, j'ai failli avoir Elon Musk qui a investi 1 million dans un de mes projets. Je vous expliquerai ça dans un épisode. Heu, j'ai j'ai rencontré, j'ai pitché un de mes projets à Steve Ballmer qui était le CEO de Microsoft avant Satya Nadella. J'ai bossé avec, Microsoft, Apple, un peu des gens de chez Google et cetera et pas mal dans l'univers startup. Donc ça, c'est un peu ma position aujourd'hui et je vous explique ça parce que ça se voit pas encore, j'en parle pas encore assez sur Twitter, donc les gens le voient pas nécessairement et donc comment j'en suis arrivé là? Maintenant je vous red je fais le rewind comme dans le film, on revient tout au début. Hem, moi, je suis doublement petit-fils de berger des montagnes de Kabylie. C'est-à-dire mes 2 grands-pères, c'est des bergers des montagnes. Donc tu vois les cartes? Un Marocain, un Algérien. Tu vois, ça commence déjà très, très mal le podcast là. Tu vois, ça pouvait pas On est schéma. On va se faire convoquer à nos on est ambassades la preuve. respectives. On est la preuve que les 2 peuples, ils peuvent cohabiter, tu vois? On va se faire convoquer à nos ambassades respectives, genre vous avez pas le droit de faire un podcast ensemble, tu vois? Vraiment. Exact. Voilà, je suis doublement petit-fils de berger des montagnes de Kabylie. Je m'appelle Riles, mais les Américains savent pas lire le GH, de j'ai pété un câble. Donc un jour, on est tombé sur Riley qui ressemble à Riles. J'ai dit: «OK, allez, garde ça, ça va aller très bien» et depuis, voilà, comme je travaille dans le monde anglophone, tout le monde m'appelle Riley. Hem Donc moi, je suis né en Kabylie, je suis arrivé en France, j'étais tout petit, j'ai grandi en France, j'ai grandi à Paris. L'école pour moi, ça a été, jusqu'au lycée très moyen. J'ai découvert assez tard, mais j'étais dyslexique, oui, dysorthographique. Donc pour moi, la lecture, c'était horrible. L'écriture, je suis ceinture, noire de zéro en dictée, je l'ai toujours été. Oh, on est ensemble là. Non On est mais truc de ouf. ensemble. J'ai même eu un événement que je que j'appelle traumatisant. J'ai même eu une fois un -22 en dictée, tu vois? Ce truc-là a tué ma carrière, scolaire, pour des années, tu vois? -22, c'est-à-dire que quand ma note est arrivée, en fait, je me suis dit: «Si j'avais rien fait, j'aurais eu une meilleure note». Ah ouais, c'est une dinguerie. Tu vois? Genre, le travail, des fois, sert à rien, tu sais, ça te dégoûte. Donc moi, j'ai grandi comme ça et en fait, j'ai eu un réveil vers le lycée. Et ce qui m'a sauvé en fait, il y a 2 choses qui m'ont sauvé. Hem, il y a l'arrivée d'internet, parce que je suis né avant l'ère internet, heu et en fait, à l'arrivée de l'ère internet, j'ai eu accès à de l'information, vas-y. Je te coupe, désolé parce que ça se dirait pas on le dirait pas sur ta tête, mais donne-leur ton âge parce que ça se voit pas sur ta tête. Là, tu parles, ils ont l'impression que tu as 20-25 ans. Exact. Bah, en fait, j'en ai 10 de plus. J'en ai 10 de plus. Hem, Le vieux ici, on a un vieux grave. avec nous encore les gars. Mais tu vois, c'est encore un truc qui est C'est chelou, tu vois? magnifique. Tu es dans le début de ta vingtaine, je suis au milieu de ma trentaine, genre, C'est c'est quoi ce magnifique, match, tu tu vois? vois? Mais C'est c'est ça. parfait. Les opposés s'attirent. Exact, exact et donc moi, j'ai fait de l'école primaire jusqu'au lycée avant qu'internet existe et en mode galère et quand internet est arrivé, j'ai commencé à faire des recherches et en fait, j'ai découvert une chose, déjà que j'étais pas le seul à avoir énormément de mal à la lire et surtout à retenir les informations d'un livre. Même aujourd'hui, quand je lis un livre, je retiens pas grand chose en fait, sauf si je suis en lecture active, prise de notes, machin et cetera, mais quand je lis un livre, tu sais, c'est les mots, ils flottent et puis ça Mmh. passe. Et en fait, j'ai capté que ouais, j'étais pas le seul, qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient et cetera et j'ai commencé à me renseigner et effectivement, j'ai
j'ai remarqué que j'avais une mémoire auditive et photographique qui était meilleure que ma capacité de lecture. Et donc j'avais tout mis là-dessus et ça m'a permis de ressortir un peu de du monde scolaire. Et le deuxième truc qui m'a sauvé un peu la vie, je le dis à moitié en rigolant, c'est les mangas. OK. Ouais, les mangas m'ont un peu sauvé la vie parce que je détestais lire, c'était vraiment une plaie. Et en fait, j'ai découvert j'ai toujours eu les mangas en France. Tu grandi en France, tu grandi avec les dessins animés, les Dragon Ball et compagnie, mais les mangas papier, j'ai découvert ça très tôt, mais puis ça a toujours tourné. Et puis plus je grandissais, plus je consommais des mangas et plus ça me donnait envie, en fait, de lire. Et c'est ce qui m'a permis un jour, tu vois, de passer du manga au vrai livre. Et ça, c'est une première leçon, tu vois? Il y a pas de c'est pas parce que, tu pas comme tout le monde que tu peux pas y arriver. Et la connaissance et l'information, elle est partout si tu as les yeux ouverts, tu vois? Heu, j'ai appris des compétences business dans des mangas, tu vois? On en parlera plus tard, mais il y a de la connaissance absolument partout. Et donc voilà, je suis arrivé, j'avais ce nouveau mindset. Et j'ai pu passer, le cursus collège, lycée comme ça, b bac avec mention. Et j'étais en mode vraiment, moi j'allais à l'école, je savais que lire c'était mort, donc moi j'arrivais, je me mettais au premier rang, j'écoutais comme un fou, j'étais concentration maximum, je posais 1 milliard de questions. Mon but c'était quand je sortais du cours, il fallait que j'ai capté ce qui s'était passé, pas retenu mais capté, tu vois? Et je rentrais chez moi et je jouais aux jeux vidéo. Parce que de toute façon, je pouvais pas faire mes devoirs, en fait, travailler à la maison, c'était mort, quoi. Mais par contre, à l'école, j'étais à 200. J'arrivais tous les jours à 8 heures. À l'ouverture de l'école, je repartais à 16-17 heures, tu vois? Même si je commençais à 10 heures, 11 heures, j'arrivais le matin, tac, et je taffais tout là-bas. Et j'arrivais à la maison, jeux vidéo, jeux vidéo. Et d'ailleurs, ça aussi, on pourra en parler longtemps, mais j'ai appris à faire des études de marché, grâce à des jeux vidéo, tu vois? J'ai appris le Voilà. leadership grâce à des jeux vidéo, quoi. Enfin, laisse tomber. On en Hem, parlera, ça c'est certain, on en parlera. Absolument, On mais on a dites-le nous en commentaire si ça vous intéresse, comme ça on se l'enregistre et on avancera comme ça. Et donc en fait, moi j'étais en mode: «OK, quand je suis à l'école, je suis concentré à 100, je pose des questions, j'essaie de comprendre ce qui se passe et je rentre chez moi, je me détends». Et j'ai eu mon bac comme ça, bac avec mention. Et en fait, je me souviendrai toujours de ça. Mon père, il me dit: «Ouais, tu cuisines bien, tu veux pas faire une école de cuisine?» tu vois? Et je lui dis: «Ouais, OK, on peut essayer, mais j'ai juste envie de tenter un truc avant», tu vois? J'essaie de m'inscrire à des écoles d'ingé et je suis pris en école d'ingénieur, quoi. Et je me rappelle, mes parents étaient en mode: «Comment il a fait pour arriver là, lui?» C'est bizarre, on n'avait pas prévu, tu vois? Je suis le premier de la famille en plus. Et j'arrive en école d'ingé et pareil, là, je passe de école, lycée du 19e populaire, où tu vois où tu vois, ça foutait un peu la merde. En cours, j'arrive à école d'ingénieur où tu as tous les mecs qui sortaient d'Henri IV, des cracks de partout. Je me rappelle mes premiers partiels, en maths, je tapais des 1. Ouais. Et genre, Oh, c'est toujours tu sais, c'est toujours plus qu'à la dictée, hein. grave, ouais, par contre, il y a un upgrade de Il y fou a par un rapport à step up. lycée. Il y a un step up de fou. Mais genre, tu sais, je finis, tu sais, c'est un peu je finis le cycle lycée sur une note haute, genre bac avec mention. Et j'arrive, tu vois, au challenge d'après et je repars d'en bas, tu vois? Ça, Ouais, c'est pour moi, j'ai l'impression que c'est ma vie sur un fil. C'est à chaque fois que j'arrive en haut, je finis au top, je passe une nouvelle aventure, je commence en bas de l'échelle, tu vois? Et à chaque fois, je remonte. Et à chaque fois, j'arrive dans une dimension supérieure et je repars en bas de l'échelle. Je sais pas si ça t'arrive aussi? ah mais Mais genre, tellement. mais ça, c'est l'histoire de ma vie, quoi. À chaque fois, je jump, tu sais, je pense faire un upgrade et je repars de 0. Et pareil, je tape toute l'école d'in je fais une école d'ingé en 5 ans, école d'ingé, je commence tout en bas, je finis tout en haut. Je finis tout en haut avec un truc qui vraiment m'a fait kiffer. Il y avait Microsoft qui organise toujours un truc qui s'appelle l'Imagine Cup, c'est les jeux olympiques du numérique, de la technologie, c'est une compétition mondiale, ils organisent ça. Et moi, la dernière année de mon école d'ingé, je m'inscris. Pareil, je ferai une histoire un peu plus complète là-dessus, mais j'étais pas le top étudiant, le major de promo et tout, donc l'école n'était pas très chaude pour que j'y aille, tu vois? Mais je monte une équipe avec des potes où on est vraiment chaud et en fait, on gagne la compète, on est médaille d'or française, on finit aux championnats mondiaux à New York, on est invité par Microsoft. C'est là où je rencontre d'ailleurs le PDG de Microsoft, je rencontre la directrice de l'UNICEF.
et je finis l'école d'ingé sur une note super haute. Et après, moi, je me lance dans l'univers startup où j'essaie de développer des applications pour l'éducation, pour apprendre à lire, écrire, compter, dicter. T'as capté, t'as vu, c'est l'histoire qui se répète. Vraiment. Et c'est là que je me fais approcher par des gars et je passe à côté d'une option à 1 million de tonton Elon Musk. On la laisse, ça pour un Celle-là, on prochain la garde. podcast Celle-là, je la garde comme pour ça plus on tard. leur donne. Je vous ai dit que je vous avais ramené un crack, hein, je vous ai pas menti, hein, les gars. On a plein d'histoires à vous raconter, hein. Surtout toi, Absolument, surtout Riley là, absolument. la petite anecdote d'Elon Musk, ah je pense qu'ils juste là d'entendre ça, ils ont hâte de l'entendre, tu vois? C'est clair, c'est clair. Ouais, non, ça c'est promis, je la garde sous le coude. On fixera un palier, genre, tu sais, je sais pas combien d'abonnés ou de views, et puis on sortira ça dans un épisode. Mais Bah, tu dites-le nous vois? en commentaire si ça vous intéresse. En parlant de ça, bah, tu vois, tu as dit un bon truc, les gars. Abonnez-vous. Maintenant, on va se prendre pour des youtubeurs, tu vois, vu que c'est ce qu'on est maintenant. Donc, les gars, si vous pouvez venir et prendre 2 secondes pour vous abonner, likez le podcast et le partager avec vos amis si vous avez des potes qui veulent se lancer dans la création de contenu, dans le business et tout ça, et ben ça nous aiderait tellement. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça pourrait nous aider. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, pour donner un petit peu les mécanismes du pourquoi s'abonner, parce que c'est un truc aussi que je remarque énormément sur le Twitter game et la creator economy. Les gens te disent ce qu'il faut faire, mais ils te disent pas pourquoi ni comment, tu vois. Et donc ça, c'est un truc, on va taper sur tout le monde là-dessus. On va prendre des prescriptions des autres et on va vous dire comment les appliquer parce que personne ne vous le dit. Oui, tu dois écrire du contenu 3 fois par jour. Mais comment? Tu dois Ah, écrire des contenus de valeur. Ouais, mais comment? Donc c'est on va travailler là-dessus. Et je vais vous expliquer déjà le pourquoi c'est important de s'abonner. C'est que, une, bien évidemment, ça donne de la visibilité, mais deux, faut comprendre que, pour avoir accès à un certain niveau de personnes, il faut en fait, avoir des médailles. Et avoir un certain nombre d'abonnements, c'est ces médailles-là que les gens regardent. Si vous voulez aller voir, si vous voulez qu'on aille chercher des personnalités, des gros créateurs de contenu et qu'on les invite sur le podcast, le premier truc qu'elles vont faire, c'est elles vont regarder la taille de l'audience. Et si elles voient 3 abonnés, ça marchera pas. Par contre, si elles voient qu'on est une armée de 10 000, qu'on ait un bateau pirate bah, gigantesque, et d'ailleurs on là, en il va parle juste falloir après, là, elles vont se dire: «OK, non, ces gars-là, ils sont sérieux, ils ont une audience, ils bossent, OK, on va leur faire un coup». Donc en fait, vous vous faites plaisir et en fait, vous vous récompensez indirectement par le fait de vous abonner. C'est que vous nous donnez en fait une arme qui nous permet d'aller chercher ensuite des trucs encore plus gros pour vous apporter encore plus de valeur. Donc c'est un peu cet effet boule de neige, ce cercle vertueux de pourquoi c'est important finalement de s'abonner et pas juste pour nous remercier. Vas-y Anis. C'est magnifique ce que tu dis, c'est exactement ça. Parce que le but de ce podcast, et j'espère que vous avez remarqué, c'est que vraiment notre but, c'est que vous êtes dans vos oreilles, c'est comme si vous aviez 2 potes à vous. Le but, ça va être de vous apporter, mais de la valeur exceptionnelle, et après on peut venir raconter des petites blagues, rentrer dans nos délires avec nous, et nous, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on apprend à se connaître en même temps qu'on est en train de vous parler, tu vois? Donc vous pouvez le ressentir, vous pouvez apprendre à nous connaître en même temps qu'on est en train d'apprendre à se connaître, et c'est ce qui va créer cette vraie relation avec vous. Et on a besoin de vous pour grandir ce podcast, donc à travers des idées, si vous avez des idées de sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle, à travers des invités, parce que moi, à travers mon audience sur Twitter, je peux avoir accès à pas mal de gens sur Twitter, et donc tout ce truc, on veut le construire avec vous, et on part Absolument. de c'était quoi l'idée principale de ce podcast? C'est un jour, je lui dis, après qu'il me fasse encore des tweets longs, des tweets longs, des tweets longs, je lui dis: «Je suis heureux de t'avoir dans mon équipage». Parce qu'à à ce moment-là, il y a One Piece qui sort sur on en reparle des mangas. Je suis pas très manga, mais j'en ai regardé deux trois, et je me suis mis One Piece sur Netflix. Ceux qui sont fans de manga, je suis désolé les amis, mais j'ai regardé que Ne celle vous sur désabonnez pas, ne vous Netflix. désabonnez pas. Vraiment. On va être comme toi là. Il y a 0 abonné, on va être comme la dictée là. On va être On va vraiment passer à -22. vraiment. Et je lui ai dit: «Bah, en fait, c'est quoi ce podcast? Ça va être moi qui crée mon équipage avec tous les plus grands cracks dans chaque domaine dans la création de contenu». Et donc c'est ça. C'est vraiment un podcast pour aller récupérer et vous donner toutes les armes pour venir et vous armer dans la creator economy, et pour faire en sorte que vous avez toutes les armes pour réussir et vivre de cette création de contenu à travers vos passions à vous, à travers vos business, et c'est ça le but. C'est qu'on crée un équipage ensemble, qu'on vous prenne avec nous et que vous rentriez avec nous dans l'armée et qu'on explose tout ensemble. Absolument. C'est totalement ça. Et d'ailleurs,
Si on peut rentrer un petit peu dans le vif du sujet, j'avais noté, bien apporter de la valeur gratuitement. Pourquoi et comment? Bien apporter de la valeur gratuitement, pourquoi et comment? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Yanis? Sur comment apporter de la valeur Alors gratuitement, pourquoi déjà? ça Pourquoi c'est c'est important d'apporter de la valeur gratuitement? pourquoi c'est important d'apporter de la valeur gratuitement? Parce que en fait, tu rentres dans ce que j'appelle le top of mind des gens. C'est-à-dire que quand les gens ont un problème, ben, on va penser à toi parce que ce que vous devez comprendre, c'est que celui qui décrit le mieux le problème sera celui qui va le mieux le résoudre. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui parle de exactement les steps qu'il faut pour réussir ça, c'est que tu l'as déjà réussi toi-même. Et moi, j'ai un principe qui est le principe le plus important pour moi, c'est qu'on ne parle que de choses qu'on a déjà fait. Et c'est le premier truc que j'ai dans mes coachings. Vous ne parlez que de choses que vous avez déjà faites. Et donc, votre but, et je vais encore vous donner une petite analogie, une petite histoire. Vous vous rappelez quand on était à l'école et que le prof, il nous expliquait le cours et qu'on ne comprenait pas le cours et qu'on se retournait vers notre pote et lui, quand notre pote nous expliquait le cours, d'un coup, on comprenait. Et ben, ce qui se passe, c'est que pourquoi est-ce qu'on a compris à travers ses mots à lui? Parce qu'il était que à un niveau au-dessus de nous. Et cette personne qui est à un niveau au-dessus de nous, c'est la même chose sur Twitter. Votre but à vous, c'est de prendre les gens qui sont juste à un niveau en dessous de vous et de leur expliquer ce que vous avez fait. Apporter cette valeur pour aider les gens à monter à votre niveau. Vous apprenez des gens qui sont au-dessus de vous et vous apprenez aux gens qui sont en dessous de vous. Et ça, c'est le principal. Alors, Dis-moi. j'aimerais t'interrompre là-dessus parce que tu as dit un truc qui est légendaire. J'utilise exactement le même exemple et donc tous ceux qui ont un problème du syndrome de l'imposteur, tu vois? Ou qui ont peur, qui ont honte de ce que vous voulez, de vous lancer, de publier, de machin, mais j'ai pas les diplômes, j'ai pas les trucs, machin. Je redonne l'exemple que vient de donner Anis. À l'école, lorsque vous ne compreniez pas un concept et que c'est votre camarade qui vous l'expliquait, il était pas prof. Par contre, vu qu'il avait les mêmes mots que vous, en fait, il était capable de vulgariser un concept et l'un des piliers, en fait, de la création de contenu, c'est ça. Vous avez pas nécessairement besoin d'avoir tout le bagage, tout le diplôme, tous les CV, dès lors que vous êtes capable, en fait, d'expliquer et de partager de la connaissance avec vos propres mots ou avec votre propre prisme. Et ça, c'est le truc le plus important qu'il faut avoir à l'esprit, quoi. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser ou d'être d'expert dans un domaine, dès lors que vous êtes capable, en fait, de transmettre quelque chose à quelqu'un. C'est un peu le deuxième exemple que moi j'utilisais, c'est rappelez-vous ce prof de maths ou de physique, prenez la matière scientifique que vous voulez, qui a été capable de vous expliquer un truc que les profs des années précédentes n'ont pas réussi. Le prof en question, il n'a pas inventé les maths. Il a expliqué la même chose que 3, 4, 5, 6 profs avant. Mais qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci ça a marché? C'est sa pédagogie et sa manière d'amener les mots. Et donc, vous n'avez pas besoin d'inventer le marketing pour pouvoir parler de marketing. Ce que vous avez besoin d'inventer, c'est, je dirais, votre champ lexical, votre style, votre manière en fait de digérer l'information qui fait que quelqu'un va la comprendre. Dès lors qu'une seule personne a appris de ce que vous avez créé, vous êtes légitime. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est tellement vrai. Moi, c'est comme ça que j'explose le syndrome de l'imposteur chez mes clients. C'est que je leur explique que des gens, ils ont un syndrome de l'imposteur parce qu'ils essayent de montrer à plus fort qu'eux comment faire des choses que eux-mêmes n'ont pas fait. Mais si tu expliques à quelqu'un comment faire quelque chose que tu as déjà fait pour quelqu'un qui a rien fait, mais tu es gagnant dans 100 milliards % du temps, tu vois? Si tu viens et que tu es quelqu'un, tu as 1000 abonnés et que tu essaies de montrer aux gens comment atteindre 10 000 abonnés, mais comment est-ce que tu peux être pris au sérieux et envers toi-même? Rappelez-vous un truc, vous pouvez mentir. J'ai David Goggins dans les oreilles tous les jours depuis quelque temps là, il est en train de me rendre fou. Rappelez-vous de J'ai ça. le bouquin en face dans ma Ah, librairie, bah, dans ma vraiment, bibliothèque, pardon. c'est trop. Et il dit un truc qui est exceptionnel, il dit que vous pouvez mentir à tout le monde, mais pas à votre cerveau. Il sait tout sur vous, votre cerveau. Ça sert à rien de lui mentir, de dire: «Ouais, comment faire 10 000 € alors que vous n'avez pas fait 10 000 €. Mais ce que vous avez, c'est que si vous avez fait 1000 abonnés ou si vous avez fait 1000 €, il y a des gens qui ont fait zéro.
0 et qui sont en train de galérer et qui sont en train vraiment d'être dans une traversée du désert pendant hyper longtemps, qui n'ont pas réussi à faire un centime ou qui n'arrivent pas à prendre des abonnés ou qui, n'arrivent pas à avoir, de n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils encore soit des abonnés, soit de l'argent, soit de la visibilité et cetera. Et ben, c'est ces gens-là que vous pouvez aider et plus vous allez monter les échelons, plus vous allez pouvoir aider des personnes qui ont fait plus de choses, mais dès que vous aurez passé ces paliers et que vous aurez fait des choses qui sont vraiment bien pour les gens, quoi. Et pourquoi créer du contenu gratuitement? C'est parce que à travers ça, à travers le fait d'aider les gens, je vous disais pour vous expliquer, le top of mind, c'est que maintenant quand vous décrivez le problème parfaitement, et ben, on comprend que vous êtes la personne chez qui il faut aller quand on a ce problème-là. Les gens savent que si vous voulez monétiser votre audience sur Twitter, vous allez venir chez moi. Si je vous dis tout de suite Facebook Ads sur Twitter, vous pensez à Alex Khaled. Si je vous dis créer un compte TikTok dans un pays sous-exploité, vous pensez à Sorcier. Pourquoi? Rappelez-vous ça, c'est hyper important. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a quelqu'un qui se réveille avec le problème que vous résolvez. Tous les jours. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est là, qui a exactement le problème que vous résolvez. Il faut juste qu'à chaque fois qu'il se réveille, il pense à vous. Il se dit, OK, là j'ai ce problème-là, je pense à lui. Pourquoi? Parce que vous avez tellement donné de contenu gratuit, tellement apporté de valeur. Et quand tu me disais le pourquoi, c'est que ce que très peu de gens font sur le Twitter français, c'est le pourquoi. Le comment, c'est voilà, il faut faire ça, 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 mais on ne rentre pas en profondeur. Rentrez en profondeur, expliquez. Allez-y, pourquoi? Parce que c'est là où vous allez sortir du lot. Et rappelez-vous un truc, les gens ils ne se rappellent pas de votre contenu. Si je vous demande tout de suite de me citer tous les threads que vous avez lus la semaine dernière, vous pourriez me dire ça? Non, on s'en fout. Le but de Twitter, c'est pas de dire 1000 choses différentes. C'est de dire une chose, mais de 1000 façons différentes. Tu veux dire un truc sur ça? Absolument. Déjà, oui, quand tu dis, sur Twitter, on te dit comment, bon, moi, je pas totalement d'accord. Je trouve qu'on dit pas assez comment, mais c'est vrai que le pourquoi, il passe complètement à côté de ça. Et effectivement, c'est vraiment ça. Il faut, il faut être la personne qui tient un drapeau géant et ce drapeau doit être le plus unique possible pour qu'on se dise: «OK, ah, c'est ce type-là», tu vois? Moi, j'aime bien cette idée de, monsieur propre, tu vois? Tu vois le truc pour nettoyer là? Là, tu le vois, tu le reconnais direct en fait, tu vois? Et c'est l'idée en fait, imaginez-vous un truc, vous êtes au supermarché et vous avez en face, vous êtes dans un rayon, je sais pas, de café, et il y a genre 25 marques. Comment vous faites pour choisir celle que vous allez acheter? Et genre, il y en a une au milieu, elle a un emballage, elle a une couleur, elle a un logo, et c'est celle-là, quoi. C'est celle-là que les gens reconnaissent. C'est: «Oh, le café», bah, moi, c'est le café, c'est Nescafé ou ce que tu veux, tu vois? Et en fait, c'est ça qu'il faut arriver à se construire, c'est devenir cette marque d'évidence dans la tête des gens. Moi, j'aime bien cette formule, il faut louer un appart dans la tête des gens sans loyer, quoi. C'est louer Ouais. gratuitement un appart dans la tête des gens. Et comme tu dis, Anis, les gens, ils se rappelleront pas de ton contenu, mais par contre, tu seras monsieur ou madame quelque chose. Ah, monsieur, créer une communauté, monsieur passer de 0 à 1000. Monsieur automatisation. Ah, monsieur IA. Ah, madame podcast. Ah, madame YouTube. Et en fait, c'est ça que vous devez créer dans la tête des gens. C'est le: «Ah, c'est telle personne». Tu vois? Limite devenir un cliché de ce que vous faites, mais c'est ça que les gens vont retenir. Ah, mais c'est exactement ça. On va laisser ce sujet après pour un prochain podcast parce qu'on peut aller hyper loin dans le positionnement. Moi, vraiment, le positionnement, c'est la clé de tout. Genre, c'est comme si vous aviez un magasin en plein dans les champs. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut créer un profil avec un positionnement unique et qui peut tout changer. Mais ce que vous devez comprendre à travers la création de contenu, c'est vraiment de parler de sujets que vous maîtrisez. Et si vous ne maîtrisez pas de sujet, allez maîtriser un sujet, après venez en parler. Ou bien vous pouvez faire un bulletin public. Vous venez, vous dites: «OK, voilà mon objectif, je vais faire ça en tant de temps et je te partage tout». Ça veut dire que les gens oublient très souvent dans le bulletin public ce que le lecteur va gagner dans son bulletin public. La plupart des gens, ils vont dire: «OK, moi je passe de 0 à 10 000 €». Oui, mais qu'est-ce que je gagne? Dis: «Moi je te partage tous mes secrets». Mais quand tu dis: «Je partage tous mes secrets», tu partages tous tes secrets. Et je vais vous dire un truc, et c'est un truc que j'ai compris il y a très peu de temps, c'est que tu as 1 million
2 fois plus de trucs à gagner en regardant le parcours de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui est exactement comme toi, qui vient de passer de 0 à 5 000 euros, que de regarder le parcours de comment Elon Musk a fait son premier milliard. Si vous arrivez à comprendre que regardez quelqu'un qui est passé de 0 à 5 000 euros et que vous pouvez vous dire, OK, ben, je vais suivre les étapes qu'il a fait parce que je vois ce qu'il a fait, vous avez tout gagné. Parce que ce qu'a fait Elon Musk, ce qu'ont fait les grands de ce monde qui ont fait des trucs juste exceptionnels, c'est compliqué à venir et à modeler parce que c'est une chance sur des milliards. Mais ce qu'un mec comme vous, un mec qui a le même âge que vous, un mec qui vient du même pays que vous, a réussi à faire, ça, vous pouvez le refaire. Parce que si lui, il a réussi à le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. C'est clair et d'ailleurs pour ce genre de truc, j'aime bien, toujours faire des analogies, revenir au monde réel et sur des trucs un peu plus simples. D'ailleurs, c'est souvent la meilleure manière d'expliquer des choses. Je trouve ça débile, les types qui se lèvent à 4 heures du matin et qui ont des routines de l'espace alors qu'ils viennent juste de se lancer. C'est le meilleur exemple que j'ai pour ça, c'est genre, tu es un gros lard et jour 1, tu vas t'entraîner comme Usain Bolt. Tu sais à peine marcher, tu es un gros lard et jour 1, tu veux t'entraîner comme Usain Bolt. Tu vas juste mourir en fait. C'est teubé, c'est fini, c'est bête au possible. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas rechercher un truc qui est plus adapté. Tu vas commencer par marcher 10 minutes, marcher 15 minutes par jour. Puis quand tu commences à perdre un peu ton poids, tu vas essayer de, je sais pas, marcher 30 minutes, 1 heure, tu vas courir 5 minutes, 10 minutes. Mais tu vois bien que si tu t'entraînes comme Usain Bolt alors que tu as jamais couru de ta vie, tu vas juste faire les meilleurs vomis de la planète. En fait, Ça paraît, on est d'accord que c'est évident quand on le dit. ton Mais le mot truc, c'est gros lard, que il m'a pris de court. Mais en bu mais en business, les gens font la même erreur. Ouais, C'est que tu vas aller chercher un style de vie, une optimisation de vie qui n'est pas de ton niveau, en fait. Un sportif de haut niveau, il s'entraîne, 2-3 fois par jour, des fois ça dure 5-6 heures. Si tu es pas sportif de haut niveau, ton corps ne tiendra pas. En business, c'est la même mmh, chose. Va pas chercher le: «Ouais, mais Elon Musk, il travaille, 16 heures par jour». Eh mais tu es pas Elon Musk et Elon Musk, quand il avait ton âge, il bossait pas 16 heures par jour. Donc reviens à ton camarade d'école, tu vois? Comme tu ouais, disais, c'est reviens à un truc reviens au début de l'histoire du gars et pas à ce que tu vois des autres. Ça, c'est ouais. vraiment le pire truc à faire. Je le vois trop souvent, c'est une erreur, mais cataclysmique. Je vais te donner mon avis sur ça et après on va finir parce qu'après ça fera bientôt 1 heure qu'on est en podcast, c'est passé tellement vite. Il y a un truc Grave. que vous voyez pas dans le chemin et dans la route d'un entrepreneur, c'est que on voit l'entrepreneur que pendant son succès, OK? Et donc nous, l'entrepreneur qu'on écoute, et ben, on l'écoute que à travers son succès. C'est que il est devenu successful et donc on l'écoute. Mais donc il nous partage maintenant sa routine de mec successful. Se réveiller tôt, aller faire, de la méditation, aller faire tout ça. Mais ce que l'entrepreneur ne nous dit pas, c'est que sa routine à lui quand il a commencé, c'est quoi? C'est bosser, 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 bosser. S'il y a quelqu'un qui vous dit: «Oui, il y a une recette magique pour réussir», c'est le plus grand des menteurs qui existe. Il y a que le travail qui paye, vraiment que le travail qui paye. Vous me voyez là, j'ai monté une audience à 2 000 abonnés. J'ai fait 13 000 tweets. Rendez-vous compte. En 6 mois, j'ai fait 13 000 tweets. Faites les maths. C'est que du test, du travail, du travail, du travail, du travail, du test, du test, du test comme un fou. Le nombre de fois tu vas faire des tweets qui ont fait 0 vue. Il y a des gens qui font des tweets qui font un like. Mais j'en ai fait des milliers de tweets qui ont fait un like. Mais c'est comme ça que tu apprends. Et à un moment, tu vas faire un truc qui va faire 3 likes, après 4, après un qui fait 10, 20, et c'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu apprends ce que les gens aiment. Donc, ce que vous devez comprendre dans la routine d'un entrepreneur, c'est que vous avez que le point final, alors qu'il faut le point de départ. Et c'est ce point de départ qui est intéressant. Exact et j'ai même envie de rebondir là-dessus. C'est le principe de l'iceberg. C'est qu'en fait, tu ne vois que la partie visible de l'iceberg, tu vois pas tout ce qu'il y a sous l'eau qui est généralement encore plus grand que ce qui est visible. Et ça, c'est l'un des gros problèmes du monde de l'internet, c'est qu'en plus les gens te montrent que les beaux trucs. Je vois, c'est d'un ridicule. Les building public où les gars, ils te parlent que des bons trucs. Ils te parlent jamais de ces galères et donc tu crois que les gens n'ont pas de galères et en fait, tu te mets dans une position où tu peux que finir en dépression. C'est que tu vas comparer ton toi à 100 face aux 10 de réussite des gens. Donc en Mmh. fait, toi, tu te vois avec tous tes défauts et tu te compares à une personne qui ne montre que ses qualités. Tu ne peux que perdre. C'est comme si tu te comparais devant le miroir face à une photo retouchée Photoshop.
T'as Mmh. aucune chance de gagner, tu vois? Donc il faut vraiment pas faire ça. Je termine juste là-dessus, je te Bien le sûr. redonne à Nice. L'exemple que je donne tout le temps aux gens, c'est votre seul point de comparaison le plus précieux, c'est vous-même et pour comprendre le game, on va revenir dans le jeu vidéo, c'est une partie de Mario Kart. Une partie de Mario Kart où tu joues contre toi-même, tu vois? Tu fais une première course et après c'est toi, tu deviens un fantôme et tu joues contre toi-même. Il y a que ça que tu dois mesurer parce que si tu te mesures à quelque chose d'extérieur où tu as pas toutes les datas et où tu as pas toute la transparence, tu vas pas gagner, quoi. Vas-y Anis. Le truc, c'est que vous devez jamais comparer votre niveau 1 au niveau 10 de quelqu'un. Parce que je viens d'en faire un tweet et je vais le poster dans quelques temps. Il a 99 des problèmes qu'il a, vous les avez pas. Si vous voulez venir et réussir dans ce que vous faites, vous devez juste vous occuper des problèmes que vous avez à l'instant T, tu vois? Quelqu'un qui a un compte à 2 000 abonnés et quelqu'un qui a un compte à zéro, c'est 2 choses qui sont drastiquement différentes et donc venir et essayer de calquer la stratégie de quelqu'un qui a 2 000 abonnés, quelqu'un qui a 8 000 abonnés. Je vois beaucoup de gens qui essaient de prendre les mêmes stratégies que Sorcier, que Alex Kalen, mais c'est des mecs qui ont déjà une marque, qui sont déjà connus, qui ont pas besoin de faire la même chose que vous pour avoir de la visibilité. Jamais, jamais venir et comparer son niveau 1 au niveau 10 de quelqu'un. Exact. Attends, je vais même ajouter une passe décisive là-dessus. 2 exemples business. Le premier, c'est Facebook. À l'époque, je te parle de ça il y a 5-10 ans, Mark Zuckerberg avait dit lors d'un interview qu'il a fait perdre 1 à 2 ans à Facebook parce qu'en fait, ils essaient de copier la stratégie de Twitter. Facebook cherchait son positionnement, ils voyaient Twitter en train de prendre de la croissance, ils se sont dit: «Tiens, on va faire comme eux». Sauf qu'ils ne voyaient pas les erreurs que commettait Twitter ou ils ne savaient pas que c'était des erreurs et en fait, ils les absorbaient mécaniquement. Tu sais, c'est un peu comme ce mec qui, il copie un contrôle, mais il copie les fautes que tu fais aussi, tu vois? Et donc il se fait péter. Ouais. Mais c'est ça. Et le deuxième exemple et celui-là, je le connais aussi bien, c'est Microsoft. Je ne sais pas si les gens s'en rappelleront, mais dans les années 2010-2013, à la naissance des smartphones, Microsoft veut rentrer dans le game. C'était encore très, très tôt. Google était quasiment pas là. Le J'avais seul 8 ans. vraiment comment? J'avais 8 ans. Donc voilà, je vous raconte l'histoire et donc le seul qui venait d'arriver dans le game, c'était Apple, qui venait de sortir son iPhone. On était à 2e, 3e génération d'iPhone. Du coup, Microsoft veut s'engouffrer dans la brèche et en fait, ils font l'erreur de copier Apple et de sortir un smartphone, Windows, un Windows Phone, en mode produit haut de gamme, de luxe, machin et cetera. Là où c'était le segment d'Apple, tu vois? Au lieu de faire comme Google et d'aller chercher tout le reste du marché, donc les gens qui ne pouvaient pas se payer d'iPhone, qui auraient pris un Windows Phone. Et en fait, c'est l'une des erreurs que Microsoft a commises et ils se sont complètement rétamés et d'ailleurs aujourd'hui qui a un Windows Phone? Ça existe même plus. Donc en fait, tout ça pour vous dire, cette erreur-là, c'est normal de la faire. Même les géants, là, je vous ai donné 2 exemples de GAFAM, de géants de la tech qui l'ont commise il y a moins de 15 ans. Donc même les très grandes boîtes commettent ces erreurs-là et donc c'est normal, mais si on peut vous délivrer un message aujourd'hui qui peut vous empêcher de la faire, c'est celle-là, quoi. Ne copiez pas des stratégies des gens qui ne sont pas à votre échelle parce que vous n'êtes pas calibré et 2, vous n'avez pas toute la data, vous pouvez copier les erreurs. Vas-y, à toi, Nice. Non, j'allais dire que là, je viens de comprendre le danger du podcast parce qu'on peut parler 2 heures et demie, genre. Parce que là, vraiment, j'ai encore plein de trucs, mais on on va finir dans Attends, 1 heure. je pense qu'il faut dire les termes parce que Anis, il me disait au début de podcast, ouais, mec, c'est chaud quand même. Tu penses qu'on va y arriver en un cut, machin, tout ça. Là, comme tu dis, on peut y aller sur 5 heures sans Ah, s'arrêter. mais Au mais c'est pire, trop au grave. pire, on fera un cut et on fera une deuxième partie plus tard. C'est pas grave. Mais oui, j'avoue, c'est quand même mieux de conclure là-dessus. Mais ouais, on est à l'échauffement de l'échauffement. Là, Échauffement, j'ai les j'ai gars. échauffé le petit Wad. Je sais pas pour toi. Ah, c'est que le début, hein, c'est que le début. On commence à prendre nos marques et j'ai adoré l'exercice. Je sens que j'ai eu plein d'idées, plein d'histoires à vous raconter et vraiment j'ai adoré cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Ben, j'espère avoir vos retours, moi, sur Twitter, sur laquelle des plateformes vous écoutez ça. Si vous écoutez ça sur Spotify et tout ça, venez m'envoyer un DM sur Twitter. Ça me ferait vraiment plaisir à moi ou à Riley pour nous dire ce que vous avez pensé. Si vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on parle,
Ça serait trop bien, des invités à nous conseiller, ça serait vraiment super, mais j'ai passé un super moment, moi. Absolument, absolument. Oui, plusieurs choses. Effectivement, n'hésitez pas à venir sur nos comptes Twitter. Vous allez voir le mien, il a 20 followers, il est claqué au sol. Vous pouvez pas le rater. Celui d'Anis, On est ouais, en train abonnez-vous. de le créer. Oh On est non, en ouais, train de voilà, créer un compte en français pour voilà, c'est ça, je suis en train de créer un compte en français, faut dire la vérité. Hem Mais suivez le compte d'Anis, comme ça déjà vous raterez pas, les prochaines annonces d'événements, même si je vais les relayer. Pareil, pour ma part, si vous avez des questions, des commentaires et cetera, venez dans mes DM, que ce soit sur Twitter, sur, LinkedIn et cetera. Moi vraiment je réponds là-dessus. Si vous avez des suggestions à faire, si vous voulez, venir sur l'émission, parler de vos business, prendre vos questions en live et cetera, on peut essayer d'organiser ces trucs-là. Ça, c'était vraiment le petit kick-off. Je crois qu'on a fait que la moitié du programme qu'on avait prévu pour la 1re émission. ah, ça va trop Vas-y, vite. vas-y. Ah, ça va trop vite, ça va trop vite. On Exact. a j'ai pas vu l'heure passer, tu vois? Ça allait C'est beaucoup trop vite. c'est clair, ouais, j'espère que les gens vont adorer ça en regardant et puis, objectif, je pense qu'on s'est fixé cet objectif, on va essayer de sortir un épisode par semaine. Donc, dites-vous qu'on est là, pour envoyer un maximum de valeur chaque semaine. On va essayer de sortir l'épisode à peu près tous les jours, enfin à peu près le même jour à chaque fois. Comme ça, il y a un espèce de rendez-vous qui se fait. On verra, Ça, je vous on tiens. verra ce qui est le mieux. D'ailleurs, dites-nous aussi en commentaire à quel moment de la semaine ou de la journée vous préférez un peu écouter ce genre de truc pour qu'on sache à quel moment le diffuser, quel moment est optimal pour ça, c'est super intéressant. Et effectivement, si vous avez des questions, des commentaires, et cetera, n'hésitez pas, mettez-le nous sous les vidéos ou venez nous voir en DM. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux. Je pense que je les mettrai en post-prod, comme ça on pourra les voir affichés à l'écran. Et puis, écoute, moi, Ouais. Anis, ça a été un kiff de faire Ah, ce moi aussi. premier épisode avec toi. C'est le début d'une longue série. Je te laisse le mot de la fin. Ah ben moi aussi j'ai trouvé ça incroyable vraiment. Là j'ai eu la petite piqûre là, la petite piquouse là de dopamine avec le podcast. Donc là ça va me donner encore plus envie de me mettre à fond et de vous sortir les meilleurs épisodes qui existent. Il y a beaucoup de valeur à récupérer dans ce podcast et comme on l'a dit, c'est que le début. On va faire que s'améliorer, il y aura que des meilleurs épisodes et à chaque fois on va prendre vos recommandations pour faire ça. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Merci beaucoup à toi Raël aussi d'être avec moi et non, j'ai tellement hâte pour la suite. Top. Le podcast The Creator Economy, c'est le podcast qui va créer le plus grand navire de créateurs francophones. Rejoignez le pavillon. À la prochaine.